Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. À qui appartient la Lune? C'est la question qu'on va poser cette semaine à notre avocat Numa Isnar, fondateur de Space Avocat, pour l'actu spatial juridique. Et puis on va parler propulsion nucléaire spatiale. C'est le nouveau fer de lance de la NASA, défendu par Jared Isaacman et soutenu par la Maison-Blanche, qui vient tout juste de donner son feu vert pour relancer le développement de cette technologie. On va en parler avec nos invités. Et puis ensuite, on conclura avec votre séquence avec le Space for Climate Observatory. On va découvrir ensemble une solution de gestion de l'eau grâce à la donnée par satellite. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite sur Bismart. L'actualité spatiale dans l'œil de notre expert juridique, Numa Isnar, fondateur de Space Avocat. Bonjour Numa. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors la Lune, on parle de la Lune aujourd'hui, on l'a vu sous tous les angles grâce au programme Artemis et on en redemande d'ailleurs. On a adoré suivre ce programme assez passionnant, mais du coup on s'est posé une question ici à la rédaction. À qui appartient la Lune ? Bien écoutez Cécilia, une fois n'est pas coutume, un avocat va vous répondre directement. Il appartient à monsieur Dennis Hope, citoyen américain, qui a une société qui s'appelle The Lunar Registry. Et donc, il a revendiqué la propriété de la Lune et il vend à qui le veut des parcelles de terrain. Ça paraît complètement fou ce que vous me dites. Donc vous me dites que la Lune appartient à un vendeur de voitures ? Alors, un petit disclaimer, c'est ce qu'il prétend. Après, est-ce que c'est la réalité juridique ? On va justement profiter de ces quelques minutes ensemble pour essayer de décortiquer un peu ça. Remettons un peu le contexte. Alors, Dennis Hope, dans les années 80, c'est vraiment le film hollywoodien, la comédie hollywoodienne à l'ancienne. C'est un vendeur de voitures d'occasion en Californie qui a besoin d'argent parce que je crois qu'il a un divorce un petit peu compliqué. Et il se penche sur les questions spatiales. À l'époque, c'était très à la mode. Il y avait effectivement le Space Shuttle, etc. Et il se rend compte en lisant l'article 2, très précisément, du traité de l'espace de 1967, il se rend compte que l'appropriation nationale de l'État est interdite. Oui, les États ne peuvent pas dire la Lune est à moi, ne peuvent pas dire Jupiter est à moi. Mais en revanche, c'est vrai que littéralement parlant, il n'y a rien qui est précisé sur les individus. Alors bien évidemment, un bon Américain très procédurier, il prend sa plume et il écrit au secrétariat général des Nations Unies, quand même. Il écrit aussi à l'Union soviétique et au gouvernement américain, donc vraiment les grands ténors du spatial de l'époque. Il leur dit voilà, il leur explique son interprétation. Il leur dit que finalement, il peut revendiquer la propriété du système solaire et que, à défaut de réponse sous un mois, il considérera que son interprétation est validée. Bien évidemment, personne ne répond à son courrier, vous imaginez bien. On se dit un illuminé, quoi. Un illuminé, et dans son esprit, silence valant consentement, il va créer effectivement le Lunar Embassy, il va littéralement faire un cadastre officieux de la Lune, et il va vendre hectare par hectare jusqu'à, je crois, quasiment 12 millions de dollars de chiffre d'affaires. 12 millions de dollars, est-ce que c'est un génie ou est-ce qu'il révèle une faille véritable ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences de tout ça ? Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il s'est basé d'abord sur une loi qui est américaine. Il s'est basé sur quelque chose qui est assez ancien, qui date du 19e siècle, qui s'appelle le Homestead Act, qui grosso modo considérait que tous les territoires non encore incorporés en État, tout l'Ouest américain, bien on pouvait, alors sous certaines conditions, revendiquer un terrain. Parce qu'il n'y avait pas de maître, il n'y avait que l'État fédéral. Mais c'est là où il y a une nuance de taille. C'est qu'on est sur une loi américaine. Qui dit américain dit souverain. Or, sur la Lune, il y a, à l'heure actuelle en tout cas, pas de souverain, et le traité de l'espace précise bien qu'il n'y a pas d'appropriation nationale possible. Personne. Exactement, il n'appartient à personne et il n'est pas susceptible surtout d'appropriation. On l'a d'ailleurs vu au niveau des droits nationaux. Prenez par exemple le droit américain. Lorsqu'en 2017, il y a eu une règle qui est venue moderniser un petit peu le droit national et qu'on a commencé à autoriser l'utilisation des ressources spatiales, l'État américain s'est bien gardé d'ouvrir la boîte de Pandore et a écrit expressément dans les textes que on pouvait utiliser les ressources, mais qu'on ne pouvait en aucun cas assimiler ça à une revendication de souveraineté ou à un acte de propriété des terrains, entre guillemets, concernés. Mais en tout cas, il y a ce business qui a
qui a plus prospéré, qui prospère encore puisque le site est toujours actif. C'est vrai, donc il y a encore des gens qui se font avoir et qui payent pour acheter une parcelle de terrain sur la Lune. Au nom de la science et pour Smart Space, on a essayé. Alors pour l'instant, j'attends toujours mon certificat, donc la prochaine fois, peut-être que je vous l'amènerai. Et combien ça coûte ? Ça coûte à peu près $20. Alors vous avez même carrément, je crois, Pluton qui est à vendre pour $250 000. C'est peut-être une affaire, remarquez. C'est peut-être le moment d'investir. C'est peut-être le moment d'investir. On va en parler à nos amis de l'investissement sur Bismart. Il y a peut-être un coup à jouer. L'idée, c'est quoi ? C'était de se rendre compte que c'est complètement flou, la législation sur le sujet. Mais ça met en lumière un cas pratique, et il y en a eu d'autres avant. Il y a effectivement eu d'autres, alors on peut appeler ça illuminés, ou en tout cas d'autres lecteurs attentifs du droit spatial et d'autres critiques du droit spatial. Il y a eu notamment un précurseur chilien. Alors pour le coup, c'est un confrère. Alors ce qui est intéressant, c'est que lui est arrivé avant les traités spatiaux. On parle vraiment des années 50. Et si vous voulez, lui, c'est une raison encore plus prosaïque que le financement du divorce de M. Hope. C'était l'accès à un club privé. Et le péage pour entrer dans ce club privé, c'était de montrer qu'on était propriétaire d'un bien. Alors lui, il n'en avait pas. Donc il est allé voir son notaire, et son notaire, sans broncher, a rédigé un acte de propriété de la Lune. C'est fantastique. Et il y a quelque chose d'assez romantique, puisque lorsque ce monsieur est décédé, il a légué au peuple, à son peuple de son pays, il a légué la propriété de. Donc là, le Chili pourrait revendiquer la Lune, quoi. Alors, en tout cas, je pense que vu qu'il est signataire, en tout cas de mémoire, je crois qu'il est signataire de l'OST, du traité de l'espace, je pense qu'il se gardera bien de le faire, mais ça montre bien, comme vous le venez de dire, ce petit décrochage qu'il y a au niveau juridique et cette confusion qu'on a finalement entre un traité qui s'adresse à des États et puis une arrivée de plus en plus importante d'acteurs non étatiques, puisque effectivement, jadis, c'était des armées, c'était des organisations internationales, et là, maintenant, vous avez des entreprises privées, voire peut-être même des particuliers. Des individus qui tentent l'aventure. Bien ou pas intentionnés. Vous avez dit que les États ne pouvaient pas déclarer la propriété de la Lune ? Malgré, alors même si on voit que, par exemple, on peut en parler à la fin, mais il y a les accords Artemis qui commencent à soulever ces questions-là, une fois qu'on est sur un territoire, qu'on l'a exploré, etc. Mais aujourd'hui, un État ne peut pas dire là-bas, c'est chez moi. Alors, un État ne peut pas dire là-bas, c'est chez moi. D'un point de vue juridique, non. Alors après, il y a aussi la réalité, malheureusement, l'actualité nous le montre tous les jours. Il y a la réalité des conflits, la réalité de la force armée et de l'influence aussi que vous pouvez avoir. On parlera justement à la fin des accords Artemis. Il y a peut-être un précédent qui est intéressant à noter, c'est la déclaration de Bogota dans les années 70. Et là, c'était 8 pays équatoriaux qui avaient finalement décidé d'essayer de pas s'accaparer, mais en tout cas de déclarer certains privilèges sur l'orbite géostationnaire. Il ne faut pas oublier que, surtout à l'époque, l'orbite géostationnaire était une orbite absolument critique, parce qu'il y avait tous les satellites de communication qui étaient très utilisés, notamment pour la télévision, etc., qui passaient par là. Et donc, ils ont essayé de se ménager une espèce de monopole, de préempter, exactement. Oui, ce qu'aurait voulu faire Elon Musk pendant cette bataille, on va dire, avec Bezos, parce que vous l'avez dit, c'est très demandé l'orbite géostationnaire. Et l'orbite basse aussi, c'est la même question aujourd'hui qui revient en fait. C'était déjà une guerre d'orbite à l'époque et ils ont essayé de trouver une solution originale. Absolument. Là, vous aviez des États qui n'avaient pas forcément de présence spatiale et qui ont essayé de gêner finalement des puissances spatiales qui, elles, occupaient cette orbite. Et puis là, vous avez effectivement maintenant l'aspect un peu inverse. Vous avez des entreprises privées qui monopolisent de facto un orbite qui pourtant n'est pas susceptible d'appropriation, mais par les États. C'est là où effectivement vous avez un petit peu ce clivage-là. Alors bien sûr qu'on démonte au niveau juridique, personne ne va récemment croire que le terrain sur la Lune ou l'orbite basse peut faire l'objet d'un titre de propriété que vous allez léguer à vos enfants, parce que faut pas oublier une chose, c'est que le titre de propriété, il existe parce que vous avez un système juridique qui vient derrière le reconnaître. Ce système juridique, il est forcément national, puisque on revient toujours à cette notion de souveraineté. C'est le souverain national qui vous octroie le droit, par l'intermédiaire de son propre droit, de code civil en France, de jouir de votre bien. C'est exactement quand on achète des étoiles, ça se voit beaucoup, c'est le même principe. On achète un droit de propriété, un beau tableau, etc. En réalité... Un joli PDF, un document sur un joli papier. C'est les NFT qui sont de retour, en fait. Alors, j'ai vu également, il y a également maintenant parce que bien évidemment, Monsieur Hope est non seulement un observateur du droit spatial, mais aussi un observateur du droit de la propriété intellectuelle. Bien sûr. Quand même vous dire qu'il il avertit notamment ses utilisateurs et ses clients de contrefacteurs. Il y a effectivement des sociétés concurrentes qui maintenant apèrent ça avec la blockchain.
Avec la valeur que ça a au niveau juridique. On a dit les accords Artemis sont en train de s'approcher un petit peu de ce flou juridique et d'imposer peut-être une ligne à suivre qui serait menée par les Américains et leur vision du monde. Alors les accords Artemis, c'est effectivement, on en a parlé lors de notre dernière entrevue, mais c'est vrai que c'est un peu le liant qui vient poser une question, et là de manière beaucoup plus critique et de beaucoup plus réaliste que ce qu'a pu faire M. Aube dans les années 80. Là, vous avez véritablement un État qui organise par la pratique une occupation, entre guillemets, d'un astre, et avec notamment cette notion très particulière, et c'est elle qui finalement vient faire un petit peu passer de l'autre côté, c'est la notion des safety zones. Parce que là, quand vous avez un territoire qui est délimité, vous vous rapprochez vite de la notion de souveraineté. D'ailleurs, si je reviens à l'exemple de M. Hope, on voit qu'il a suivi des cours, parce qu'au début, il était juste vendeur de terrain, et là maintenant, on va plus dans le délire, mais il s'est proclamé président d'un gouvernement intergalactique qui a sa propre constitution. Donc on voit bien que lui a lui-même compris qu'il y avait une limitation à ce genre de choses, et que ça, c'était la souveraineté. Et là, si on revient sur des choses plus sérieuses, les accords Artemis viennent poser effectivement cette question. Comment va se passer la cohabitation au sein de ces safety zones? Et effectivement, des ressources lunaires qui vont être puisées, qui vont être transformées au sein d'une safety zone, vont-elles jouir d'un droit de propriété? Et effectivement, si une entreprise ou si une entité peut se fixer sur une safety zone, va-t-elle avoir un droit d'y rester? Comment ça va se passer? Alors on retient qu'il faut définitivement se méfier des vendeurs de voitures quand on les rencontre. Merci Numa Instar d'avoir pris le temps de nous présenter ce sujet, ma foi, complètement loufoque sur Bismart aujourd'hui. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. Faire du nucléaire spatial un levier pour aller plus vite et plus loin dans le système solaire, notamment vers Mars, c'est l'idée forte qu'a relancée Jared Isaacman, le patron de la NASA. Depuis, la Maison-Blanche a publié une directive qui autorise les recherches et incite la NASA à s'entourer même de partenaires privés pour poser les premiers jalons de l'aventure nucléaire spatiale sous l'ère de Jared Isaacman. On verra ensemble que c'est pas si nouveau que ça, cette recherche technologique. Pour en parler avec nous en plateau, Amaury Dufay, chargé d'études à l'Institut d'études et de stratégie et de défense et doctorant à l'Université de Lyon. Bonjour Amaury. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. On a avec nous aussi à distance François Buffenoir. Bonjour, directeur technique de Way for Space. Bonjour Cécilia, bonjour Amaury, ravi d'être avec vous. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister véritablement à une révolution de l'exploration spatiale, ou alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est une ambition encore complètement hors de portée ? Alors, en ce qui concerne en tout cas la propulsion nucléaire, je pense en tout cas qu'on est sur le bord effectivement d'une petite révolution, dans le sens où jusqu'à présent, c'était essentiellement des recherches de prototypage, de recherche et développement. Et là, clairement, Jared Isaacman a annoncé sa volonté de franchir le cap tout simplement du démonstrateur opérationnel en orbite. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense qu'effectivement, on est en tout cas à un nouveau stade de la propulsion nucléaire, ça c'est sûr. François Buffenoir, on se rapproche de la réalité ? Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Amaury, oui, ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, Jared Isaacman donne un cas d'application précis et un objectif. Comme il a dit, on quitte un peu la recherche avec un cas d'application un peu plus concret, une approche aussi un peu plus incrémentale, puisqu'il parle de ce projet dont on va parler, Freedom FR1, avec d'abord le réacteur et ensuite la propulsion. Et je pense qu'il est intéressant aussi, mais on va sûrement discuter, c'est le choix qui est de la propulsion nucléaire électrique, parce qu'elle présente, par rapport à une autre technique et la propulsion nucléaire thermique, d'avoir une forte communalité avec les réacteurs de surface. Et comme pour l'exploration lunaire, comme en début du mois de mars, Jared Isaacman a dit que le programme Artemis allait plus rapidement vers l'installation d'une base lunaire, on discutera, mais il y a des besoins d'énergie assez forts pour faire vivre des gens dans les nuits lunaires, etc. Vient l'idée d'un réacteur de surface, et la technologie d'un réacteur de surface et les technologies d'un réacteur pour un moteur nucléaire électriques sont extrêmement proches. Donc cette synergie-là est aussi intéressante et rend, je pense, plus crédible. Alors, il faut savoir que les programmes américains sont soumis au cycle de décision politique, mais ça rend quand même l'affaire plus crédible. Oui, il y a une anticipation, Amaury, déjà pour les futurs jalons. Et donc la Maison-Blanche a donné son go officiellement il y a quelques jours. Sous quelles conditions exactement et dans quel cadre ?
Alors, effectivement, déjà, pour rebondir un petit peu sur ce que dit François, en fait, pour la NASA et en particulier Jared Isaacman, ça permet de faire une pierre deux coups. Parce que, comme l'a très bien dit François, il y a une perméabilité technologique entre les technologies pour une base lunaire, donc l'alimentation électrique d'une base lunaire, et après la propulsion pour aller, par exemple, vers Mars. Le démonstrateur, il vise Mars. Space Reactor One Freedom, il vise Mars. Et alors, à quelles conditions ? Eh bien, ce qui est intéressant de voir dans cette nouvelle directive de l'administration Trump, c'est qu'il mise vraiment sur une rationalisation des efforts. C'est-à-dire que elle appelle déjà une meilleure utilisation des ressources déjà engagées, puisque le projet va s'appuyer beaucoup sur des développements déjà engagés depuis de nombreuses années, voire réutiliser des pièces déjà construites. C'est pas nouveau en fait la propulsion nucléaire spatiale, c'est ça qu'il faut dire aux gens qui nous regardent. Il y a déjà des projets qui ont été lancés. D'ailleurs, en 2021, il y avait le projet Draco qui avait été lancé. Donc en fait, l'idée c'est quoi, d'aller déterrer les plans déjà produits ? Alors pas exactement. L'idée c'est plutôt de mettre en commun et mutualiser les besoins, les ressources et aussi les responsabilités en fait entre le département de la défense, le département de l'énergie et la NASA. Et donc effectivement, c'est un projet ancien. Il ne s'agit pas vraiment de déterrer les anciens projets. Tu as parlé de Draco, mais en fait, en réalité, il s'agit vraiment de s'inscrire dans la continuité des développements qui ont déjà été annoncés en 2021 et voilà par la seconde administration. Alors on a vu à l'image les sondes Voyager qui fonctionnaient aussi avec une technologie nucléaire. Là, c'est pas la même chose. On parle d'aller faire décoller une fusée avec des êtres humains à l'intérieur grâce à cette technologie. François Buffenoir, à quel point c'est réaliste, compatible avec des enjeux de sécurité ? Pour être précis, effectivement, ce que vous avez montré à sonde Voyager 1, à ce qu'on appelle un RTG, un générateur à radioisotope, qui produit de l'électricité par décomposition d'un radioisotope. Donc c'est une quantité d'électricité assez faible, mais qui est extrêmement longue, puisqu'on est à la demi-durée de vie d'un isotope, donc on peut avoir de l'énergie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais comme je disais, l'énergie est quand même extrêmement faible, c'est pour alimenter que quelques watts. En fait, l'architecture qu'a présentée la NASA, c'est autour vraiment de la conquête lunaire d'Artemis. Pour faire vivre 4 personnes, on va dire une première base sur la Lune, en gros, c'est entre 10 et 40 kilowatts qu'il faut. Et ça, c'est exactement le programme, un programme, comme vous l'avez dit, qui existait avant, FSP, Fission Surface Power. Et l'avantage, c'est que cette dizaine de kilowatts ou vingtaine de kilowatts, c'est aussi du premier objectif que s'est donné la NASA pour le SR1, dont parlait Amaury. Et comme disait donc Amaury, ça permet d'utiliser les prises existantes et d'y aller progressivement pour arriver au bout. On ne parle pas quand même de faire décoller avec une fusée avec un réacteur nucléaire, ça c'est impossible. La densité d'énergie fait que ça restera. La fusée de Tintin décolle avec un moteur nucléaire, mais ça restera dans Tintin. Ce sera toujours de la propulsion chimique. Non, le principal inconvénient, si vous voulez, c'est d'amener la matière radioactive en orbite et effectivement les problèmes que ça peut avoir sur un échec au lancement. Ou alors, en retour, quand il y a eu la sonde Cassini-Huygens qui est partie, elle devait faire ce qu'on appelle un flyby, je cherche le nom en français, mais l'assistance gravitationnelle, repasser autour de la Terre pour faire une assistance gravitationnelle avec un radioisotope, donc s'approcher de l'atmosphère. Bon, assez loin, mais pour les gens, à l'époque, c'était un peu effrayant. Il y a eu des accidents de réacteurs russes qui étaient... Oui, il y a eu des accidents de réacteurs russes qui sont désintégrés dans l'atmosphère. Donc, la sécurité au lancement est effectivement un des facteurs clés qui fait qu'aujourd'hui, depuis à part les missions qui nécessitaient vraiment comme Persévérance, ça avait été un peu laissé de côté, le nucléaire. Mais aujourd'hui, on a quand même des lanceurs d'une fiabilité assez certaine. Il y a des méthodes, on en discutera, comme activer la matière qu'une fois qu'elle est en orbite, des choses comme ça. Mais ça reste quand même un verrou essentiel. D'ailleurs, c'est important de préciser que ça rajoute peut-être une contrainte, vous allez me dire, mais la NASA a demandé à ce que cette technologie qui sera développée, elle soit compatible avec les lanceurs existants.
Oui, tout à fait. Alors en l'occurrence, ça ne va pas poser énormément de problèmes, hormis sur le fait, comme l'a dit François, peut-être sur le plan réglementaire, puisqu'il va falloir en fait des procédures. D'ailleurs, la directive de l'administration Trump appelle justement à une fusion, en fait, à une unification et à une rationalisation du cadre normatif. Et effectivement, ça va faire appel à des lanceurs qui vont être extrêmement fiables. Donc on imagine par exemple la Falcon 9 de SpaceX, peut-être la Vulcan du Hela, ou alors peut-être encore la fusée de Blue Origin, la New Glenn. Voilà. Et ensuite, c'est une question en fait d'orbite, puisqu'il y a un certain nombre de règles internationales qui en fait disposent de l'impératif de mettre les réacteurs sur des orbites qui en fait ne les exposent pas à des rentrées atmosphériques à risque. Alors l'objectif concrètement c'est quoi ? Pourquoi on se tourne aujourd'hui vers cette technologie-là ? Vous avez dit François que c'est aussi pour pérenniser une station lunaire. On parle d'aller aussi plus loin avec Mars. Qu'est-ce que ça change de choisir cette solution plutôt qu'une autre ? Est-ce que ça peut véritablement accélérer cette course vers Mars que est en train de mener les États-Unis de front avec la Chine ? À dire vrai, en fait, la propulsion nucléaire permet de résoudre un problème des fusées chimiques qui est que tout simplement, pour aller très loin, pour accélérer énormément, vous avez besoin de beaucoup de carburant. L'avantage de la propulsion nucléaire, c'est qu'elle permet en fait d'utiliser le carburant plus efficacement. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec la même quantité de carburant, vous pouvez faire plus de manœuvres. Et la propulsion nucléaire électrique, du coup, même si elle va être très lente dans son accélération, en fait, va permettre de déplacer sur de très longues distances durant de très longues périodes des charges très lourdes. Voilà, ce que en fait le Starship en théorie peut faire, mais au prix d'une quantité de carburant assez contraignante à mettre en orbite. François Buffenoy. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y a deux solutions pour. La principale contrainte, comme notre ami Maurice, c'est la quantité d'énergie disponible en orbite. Il y a deux solutions pour remédier à ça. La première est le ravitaillement en orbite. La deuxième, effectivement, c'est d'obtenir plus d'efficacité, ce qu'on appelle l'impulsion spécifique, de tirer d'un gramme de carburant. Et effectivement, c'est l'idée du nucléaire qui produit l'énergie pendant très longtemps. Mais donc c'est effectivement les deux idées. Le ravitaillement en orbite est poursuivi par Blue Origin et surtout SpaceX. Ça n'a pas encore été démontré, et il y a quand même pas mal de difficultés avant d'y arriver. Et le nucléaire, ça permet d'amener des charges plus lourdes, comme il l'a dit, mais c'est aussi manœuvrer plus longtemps. Et c'est pour ça aussi que, vous l'avez dit, dans la directive, il y a aussi le Department of Defense, ou le Department of War qui intervient, car on a de plus en plus de satellites qui manœuvrent pour la défense. Et il y a même aujourd'hui ce qu'on peut appeler du jeu du chat et la souris, des satellites qui peuvent simuler des collisions ou s'approcher de satellites adversaires pour les obliger à manœuvrer jusqu'à épuisement de leur carburant. Donc avoir un satellite qui est capable de manœuvrer ce que les Américains appellent maneuver without regret, c'est-à-dire je peux faire manœuvrer comme un avion de chasse finalement, est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant et qui fait que le nucléaire aussi, par cet aspect-là, revient au goût du jour, si je puis l'exprimer. D'ailleurs, c'est la DARPA qui était en collaboration avec la NASA il y a quelques années déjà pour les premiers jalons du projet Draco. Moi, ça m'étonne quand même de me dire que dès les années 60, on a commencé à développer des projets autour de cette technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, on y revient, mais est-ce qu'on a une possibilité d'obtenir une technologie mature pour dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans Alors, c'est une vraie question. En fait, en termes déjà de maturité technologique, on va dire que si on prend les niveaux de préparation et de disponibilité technologique, les projets des années 60 étaient autour de 6, sur une échelle de 10, et là, on serait plutôt autour de 3-4. La différence étant que dans les années 60, on avait quand même construit des réacteurs qui pouvaient fonctionner longtemps, qu'on avait testés, etc. Là-dessus, ce qui est important de savoir, c'est que en fait, fondamentalement, les circonstances ont changé par rapport aux années 60. Dans les années 60, en fait, les réacteurs nucléaires étaient quelque part un programme qu'on gardait en réserve, en tout cas côté américain. C'est-à-dire, on se disait, si la Lune rate, en fait, on pourra continuer la course vers Mars et à ce moment-là, ça sera nécessaire. Là, aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus dans une logique de rattrapage, ils défendent plutôt un leadership.
Ce qui fait que, en fait, ils doivent se réserver toutes les technologies et en fait déployer une puissance d'innovation, qui en fait il faut tout essayer, quoi. Oui, tout à fait. Il faut tout essayer. C'est une position qui est plus maximaliste, en fait, finalement, quelque part, sur un certain nombre d'aspects. Et ce qui fait aussi que, finalement, autant durant les années 60, la course à la Lune avait une sorte de ligne d'arrivée, finalement. Aujourd'hui, cette ligne d'arrivée est quand même un peu plus diffuse et un petit peu plus mouvante. Et oui, mais parce que l'objectif est tellement loin aussi. Mars, c'est quand même un idéal d'objectif pour l'instant, et c'est presque que un idéal parce qu'on n'a pas concrètement la maturité de poser une date claire. Il y a des dates qui sont posées par la NASA. Oui, alors effectivement, les dates sont mouvantes, et je pense qu'il y a encore énormément de défis. Un de ces défis, c'est d'avoir un trajet en fait qui est rapide, qui expose moins les astronautes, et pour ça la propulsion nucléaire est tout indiquée, donc quelque part c'est une première brique, et d'ailleurs c'est ce qui permet à la NASA de faire une pierre de coups finalement en développant cette technologie. Mais quelles sont les implications en matière de traités internationaux, par exemple, sur l'espace et le nucléaire? Est-ce que ça c'est encore... vous avez parlé tout à l'heure d'un travail sur la réglementation. Est-ce que, d'un point de vue international, c'est compatible de vouloir développer cette technologie et de l'envoyer dans l'espace et de dire on va le faire, c'est décidé? Il faut savoir que le droit international n'interdit que les armes de destruction massive en orbite, en tout cas au sens vraiment littéral. Oui, mais c'est compatible. C'est complètement compatible parce qu'en fait, l'utilisation nucléaire pacifique dans l'espace est autorisée. D'accord. Alors que cette technologie est convertible. C'est complètement dual, mais comme un certain nombre de technologies spatiales. La seule contrainte, en fait, c'est d'avoir des contraintes en cas de rentrée atmosphérique à risque, peut-être. Du coup, François Buffenor, un avis sur ça. Alors, des réacteurs nucléaires en orbite, il y en a déjà eu. Il y en a eu un par les États-Unis, en 1960, mais c'est surtout les Russes, les Soviétiques à l'époque, qui ont mis des réacteurs Rorschach avec des satellites Rorsat avec des réacteurs Buk. Il y en a une vingtaine. C'est l'un de ceux-là qui a d'ailleurs conduit un accident assez célèbre dans le nord du Canada, parce qu'il y a eu une dispersion de matière radioactive dans l'atmosphère, parce qu'il était rentré. Enfin, le principe du satellite était qu'il devait éjecter son réacteur en fin de vie sur une orbite à 800 km pour ne jamais rentrer, 800 ou 8000 mètres, une orbite où il rentrerait sur plusieurs siècles, quoi. Mais sur un exemplaire, ça a raté. Ces accidents-là ont petit à petit aidé à construire aujourd'hui les règlements et puis le cadre dans lequel on fait la sécurité au lancement de ce type de matériel. Mais donc, effectivement, c'était des réacteurs nucléaires pour des satellites d'observation. Comme le dit Amaury, on n'est pas du tout dans des armes. Donc, un réacteur, c'est une source d'énergie. Il n'y a pas... il y a aucun traité, je pense, qui interdit ça. Et après, je vais quand même revenir, puisque vous avez parlé du délai, là, de dire est-ce qu'on sera prêt dans 2 ans. Il faut bien voir que quand on a parlé de manœuvrer de forte vitesse, de delta V important, d'avoir du nucléaire pour manœuvrer beaucoup, ça c'est plutôt la propulsion nucléaire thermique. Ce que Isaacman veut pour 2028 ou 2030, c'est encore une fois, c'est la propulsion nucléaire électrique, et ce sont des réacteurs de surface. Et là, clairement, qu'est-ce qui fait que ça peut aider? C'est que depuis quelques temps, quand même, le réacteur nucléaire, qu'on appelle les petits réacteurs nucléaires, les SMR, c'est des choses qui existent sur Terre, qu'on développe. C'est une solution à la transition énergétique et à la baisse de disponibilité du pétrole pour avoir de l'énergie un peu partout. Et ces petits réacteurs ont des technologies finalement pas très différentes de ce qu'on veut faire sur la Lune. Et donc, les programmes lunaires bénéficient des recherches comme les réacteurs à sel fondu, par exemple, vont directement bénéficier, voire même le programme lunaire, comme il y a des contraintes de fonctionnement en autonomie, de maintenance qui va être plus difficile dans l'espace, c'est très niche, c'est une alimentation asymétrique, c'est beaucoup plus la recherche pour les réacteurs sur le Terre qui va alimenter la recherche sur les réacteurs spatiaux, mais c'est quand même un domaine de niche financé qui va permettre aussi, il y a quand même une synergie là-dessus assez intéressante. Un peu comme à l'époque Apollo, où il y a des choses qui ont été faites pour aller sur la Lune, qui ont servi concrètement sur Terre. Là, sur le coup, avec les réacteurs de surface, sur la Lune, il y a quand même là aussi des synergies qui sont pas négligeables. Mais c'est intéressant, parce que vous soulignez beaucoup l'utilisation de cette technologie nucléaire électrique au service des stations lunaires. Le discours de Jared Isaacman, c'est vraiment, ça nous aidera à aller plus loin dans l'espace et à aller plus vite que nos concurrents. Alors qu'on comprend, François, avec ce que nous dites, que ça c'est plutôt la version thermique qui permettrait ça. Donc est-ce qu'il y a encore aussi, d'un point de vue communication... Non. Dans le discours d'Isaacman, il parle bien de propulsion nucléaire électrique.
Oui, électrique. Électrique, oui. Bien sûr. En faisant le lien entre la base lunaire et l'application, justement, c'est un point intéressant. C'est oui, que mais parce qu'il utilise vraiment ces termes, on va aller plus loin. François, il utilise vraiment ces termes, on va aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on comprend dans nos discussions qu'il y a un peu ce jeu aussi d'arriver avec une grande technologie qui va impressionner et peut-être de jouer sur la partie un peu plus politique et les discours. Je veux bien... Ouais, l'avis d'Amaury, mais la nucléothermique a disparu du discours. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Peut-être pour clarifier, dans une propulsion nucléaire thermique, vous avez votre réacteur, vous faites passer du carburant, il le chauffe, ça fonctionne, ça permet d'aller, en tout cas, de faire des manœuvres très agressives. La propulsion, ça, c'était ce qui était poursuivi avec le programme Draco depuis 2021. Problème, il faut le tester à l'air libre, ou en tout cas dans des bâtiments spéciaux, ça coûte cher, ça a été abandonné. La propulsion nucléaire électrique, le réacteur produit de l'électricité qui alimente le moteur. C'est plus indirect, c'est plus complexe, mais ça fait des manœuvres plus lentes. Ça peut être aussi plus intéressant, comme l'a dit, on l'a quand même bien développé. Et effectivement, en fait, pour Jared Isaacman, ça permet d'aller plus loin, tout simplement, parce que l'idée, c'est de pouvoir déplacer de grandes quantités, alors a priori de cargo et peut-être à terme d'êtres humains, du système de l'orbite terrestre vers les orbites idéalement martiennes, ou en tout cas cislunaires à minima. C'est encore beaucoup d'anticipation sur les technologies à venir de sa part. Et l'idée, c'est de faire participer les acteurs privés. Il faut quand même qu'on en dise un mot. C'est déjà posé dans les jalons par la Maison-Blanche et dans sa directive. Les acteurs privés sont prêts, j'imagine, à se lancer dans cette course. Alors, pour les acteurs privés, le nucléaire est encore un domaine très réservé à des acteurs historiques. Oui. Néanmoins, les acteurs qu'on ne pourrait pas qualifier de New Space arrivent quand même de manière indirecte et un petit peu en soutien. Blue Origin, par exemple, est très investi, était déjà très investi en fait avec le programme Draco et ils continuent de poser leurs jalons, notamment par exemple pour la conception de systèmes de sécurité. Ils s'associent beaucoup à d'autres acteurs historiques. Là, pour la propulsion nucléaire électrique, on parle beaucoup de Antares Nuclear ou de Zenopower. Ce sont des jeunes entreprises qui, pareil, vont s'appuyer en fait sur l'expérience et vont s'associer à des géants pour offrir en fait finalement un espace d'innovation plus agile, plus facilement finançable et plus facilement abordable. Donc elles vont jouer en fait un rôle d'accélérateur, je dirais. Voilà. François Buffet-Noir. Je vais parler d'Antares, donc mais effectivement, c'est l'exemple du New Space. Et finalement, quelque part, Jared Isaacman fait le pari que les contrats qui ont donné naissance à SpaceX, les contrats de service, vont fonctionner là aussi, en disant j'exprime un besoin et je demande à l'industrie d'y répondre en achetant un service sur ce système de propulsion nucléaire. Et faire aussi émerger ou venir les entreprises. Mais je suis d'accord avec Amaury, c'est quand même des technologies où je ne suis pas sûr qu'on aura autant de candidats en New Space qu'on avait sur le lancement. Il y a déjà Antares, mais il y aura beaucoup d'historiques aussi. Des historiques, c'est qui? Lockheed Martin, Northrop Grumman? Tout à fait, Lockheed, Northrop Grumman. Alors en fait, en réalité, ça va plutôt chercher en fait du côté des acteurs historiques, on va dire de la défense. Et il y a beaucoup de perméabilité, par exemple, avec la propulsion navale. Donc, par exemple, BWXT, en termes de réacteurs, est bien parti. Voilà, ou General Atomics aussi. Voilà, ce sont des acteurs en fait qui ont l'habitude de travailler déjà avec le milieu de la défense, avec en fait tout simplement les contraintes très spécifiques à la fois politiques, normatives et financières de l'accès au combustible nucléaire. Parce que ça, pour les jeunes entreprises du New Space, c'est à ce jour, en fait, la principale contrainte, c'est l'accès à la matière fissile. Elles peuvent développer ce qu'on appelle les sous-systèmes, des systèmes de sécurité, etc. Mais pour ce qui est des réacteurs même, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissement, on va dire, politique. Est-ce que vous pensez que le timing a à voir aussi avec le contexte géopolitique? C'est-à-dire que c'est quand même assez fort de lancer cette mesure-là, qui est risquée. S'il y a un accident, comme vous l'évoquiez, avec les technologies russes, peut-être que tout le programme Artemis peut en pâtir, parce que l'opinion publique aura forcément à voir avec ensuite une influence sur les budgets qui seront alloués. Donc c'est quand même un pari risqué de vouloir développer une technologie pas encore mature. Et c'est lancé 1 an, 2 ans avant la fin du mandat de Donald Trump. Oui, alors, et en même temps, là, pour le coup, alors c'est vrai qu'il y a une variable géopolitique très forte. Il faut savoir que l'administration américaine, en réalité, a perdu 1 an où la NASA est restée sans administrateur, parce qu'il y a eu toute une phase de réorganisation
mobilisation politique, de réorientation, de réarticulation avec le New Space. Donc effectivement, ils sont un petit peu sous pression, notamment parce que il y a la Chine qui adopte, elle, une position, en fait, elle veut acquérir un statut, notamment en allant sur la Lune. Les Américains, de leur côté, veulent préserver leur statut. Et donc, eh bien, je pense qu'en fait, aujourd'hui, les Américains, en tout cas les États-Unis, doivent trouver une stratégie qui leur permet en fait de conserver l'engagement politique qu'ils ont beaucoup valorisé et d'aligner en fait tout simplement leur stratégie des moyens avec cette stratégie politique. C'est ce qui Jared Isaacman essaye de faire. Et effectivement, ça se fait au prix d'un certain nombre de risques. Mais on n'est plus dans les années 60 et je pense que ce sera pour le coup une appréhension assez différente. Alors on va suivre ça ensemble, bien sûr, dans cette émission. La prochaine deadline, c'est donc dans 1 an, avec la sélection de 2 concepts qui doivent être présentés auprès de la NASA. Est-ce que la Maison-Blanche devra les valider? Il va y avoir tout un système, j'imagine, d'étapes de validation. On va suivre ça ensemble. Vous reviendrez peut-être, messieurs, en parler sur notre plateau. C'est la fin de ce Space Talk. On enchaîne quant à nous avec notre dernière séquence sur Bismart. En France, depuis une dizaine d'années à peu près, de nombreux départements ont recours à des restrictions d'eau, notamment sur l'agriculture. Alors on a essayé de prendre un petit peu d'avance sur l'été et les périodes de sécheresse pour découvrir aujourd'hui une solution de gestion de l'eau grâce à la donnée spatiale et peut-être vous permettre, téléspectateurs, d'anticiper ces problématiques-là. Une solution qui est née d'une collaboration avec le SCO, le Space for Climate Observatory, et de l'entreprise MEOS. Thomas Ferrero, président de MEOS, bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors l'espace peut aider l'agriculture ici sur Terre? Oui, complètement. Aujourd'hui, l'espace, avec tous ces satellites, on va dire, on a suffisamment de composantes technologiques pour aider le monde agricole et les décisionnaires du monde agricole qui sont les acteurs publics et autres. En l'occurrence, vous avez développé une solution qui s'appelle Space for Irrig. C'est de celle-là qu'on va parler, mais on verra ensemble qu'il y en a d'autres, qu'il y a pas mal de projets que vous avez fait en collaboration avec le SCO. Space for Irrig, c'est quoi et c'est destiné à qui? L'agriculture irriguée. Tout à fait. Alors Space for Irrig, effectivement, c'est un sujet projet qui a été financé par le SCO. L'idée, c'était de pouvoir détecter les surfaces irriguées en France, les surfaces agricoles évidemment. Donc on utilise des satellites du programme Copernicus, les satellites Sentinelle, qui nous permettent d'avoir une récurrence d'observation et de faire un vrai monitoring de territoire. Et donc on va utiliser des données à la fois optiques et des données radar. L'idée c'est qu'on va sortir tout un tas d'indicateurs qui vont nous permettre de dire avec une fiabilité importante, voilà combien sur votre territoire il y a de surfaces irriguées, quelles sont les cultures. Et l'intérêt, c'est qu'on peut rejouer le passé grâce à ces données Sentinelle. Et donc, on est capable d'avoir une évolution dans le temps, de dire, voilà, sur ce bassin versant, vous avez de plus en plus de maïs irrigué ou de moins en moins, de plus en plus de cultures irriguées, de moins en moins. Donc voilà comment, c'est le début, on va dire, de notre aventure dans l'agriculture et dans l'eau pour l'agriculture. Donc l'idée, c'est d'utiliser Copernicus et Sentinelle. C'est ça, ces données satellites. On connaît la performance de ces programmes satellites aujourd'hui. On ne se rend pas compte de l'utilité qu'elles peuvent avoir sur Terre. Vous avez eu accès à ces données grâce au SCO? Alors oui, grâce au SCO, puis grâce au CNES, on va dire. Donc le SCO nous a effectivement amené... alors on est partenaire du CNES, forcément, parce qu'on fait partie de l'écosystème du spatial. Et le SCO nous a mené le financement et cette porte, je veux dire, supplémentaire vers le CNES. Et donc, nous, notre cœur de métier, moi, quand j'ai fondé MEOS, c'était vraiment utiliser des données spatiales, et particulièrement du programme Copernicus, pour aider à gérer les territoires, et particulièrement dans l'agriculture. Donc, c'est vraiment cet intérêt-là. Et sans les données Sentinelle, j'aurais clairement pas créé la société. Et vous sentez que ça fait la différence, ces données-là, sur place, une fois que vous avez établi la situation présente et l'historique? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que concrètement, ça change quoi? Le temps de travail, ça change la performance des cultures, ça change la gestion de l'eau. Est-ce qu'on arrive à diminuer quand il y a, comme on le disait en introduction, des coupures d'eau? Alors, comme vous l'avez dit, on n'a pas que le sujet de l'irrigation, on gère aussi d'autres sujets, mais toujours pour l'eau, pour l'agriculture. Par exemple, on est lauréat de projet France 2030, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est opérateur pour le ministère de l'Agriculture, et on suit pour eux toutes les parcelles irriguées, toutes les surfaces irriguées, et toutes les réserves en eau de surface. Donc en gros, on détecte les surfaces irriguées, et on détecte et on suit les réserves en eau. Donc ça permet d'avoir
déjà une évolution dans le passé, parce qu'en fait, on va pouvoir mettre en parallèle l'utilisation de l'eau et la disponibilité de l'eau. Et quand on va mettre ça en parallèle, on va pouvoir voir dans le temps l'évolution, puisque les satellites Sentinelle, on a les premières images depuis 2017. Donc pour vous donner un exemple, on a traité France entière de 2017 jusqu'à aujourd'hui, et on continue sur 2026. Tout ça permet de mieux connaître le territoire, et justement, vous avez parlé tout à l'heure des arrêtés. L'idée, c'est aussi de pouvoir, quand on met des restrictions aux agriculteurs, de pouvoir les mettre au bon moment. Et les bons moments, c'est des fois un peu plus tard, qui permet de sauver des hectares et des tonnes, on va dire, de culture. Donc vous sentez que ça fait la différence? Vous avez des retours sur le terrain et d'agriculteurs? L'idée, c'est travailler directement avec eux ou plutôt avec les collectivités? Non, aujourd'hui, nous, on travaille essentiellement avec les collectivités, le ministère, mais aussi des agences de l'eau, des syndicats de bassin qui, aujourd'hui, eux, sont en direct avec les agriculteurs. C'est eux qui font le relais. Et voilà. Exactement, c'est eux qui font le relais. On travaille aussi côté secteur privé avec des coopératives agricoles. Donc, on ne va pas jusqu'à l'agriculteur, mais on va avec ceux qui travaillent et ceux qui décident le plus possible main dans la main avec les agriculteurs. Et tout ça, ça leur donne de la donnée objective et qui leur permettent vraiment de prendre des décisions optimales. Et ce n'est pas que pénalisant, ça peut être aussi dans le bon sens. C'est prendre des décisions plus tard, se dire on va faire un tour d'eau de plus parce que ça va sauver des cultures. Alors, vous avez dit le ministère de l'Agriculture. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de l'efficacité de cette donnée? Enfin, il y a encore besoin de vulgariser sur l'apport de la donnée spatiale et les outils qui en sont issus. Comment ça s'est passé? Oui, alors, vous l'avez dit, effectivement, il faut vulgariser. C'est un des travaux du CNES qui fera son bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, pour aller, et le SCO aussi, pour aller dans ces institutions et dire, regardez ce que l'utilisation d'imagerie satellite peut vous amener. Ça fait 7 ans que j'ai créé la société, on a vu une évolution. Et aujourd'hui, on est vraiment dans, OK, on n'est plus dans... On est encore dans, on va faire des POC, on va faire des démonstrateurs, etc. Ouais. Mais maintenant, on passe dans, on va faire du service opérationnel. Voilà. Et donc, le coût qui est en train de se décider maintenant, c'est on fait du service opérationnel, on parle de l'eau pour l'agriculture, on parle pour le feu, on parle pour plein d'autres choses. Oui. Mais là, ça y est, on commence à avoir cranté, on va dire, au niveau institutionnel. Au niveau privé, c'est encore un petit peu plus difficile, mais on ne désespère pas. Alors que souvent, il y a des acteurs qui viennent ici, dans cette séquence, qui nous disent que les acteurs privés, parfois, comprennent plus facilement, comme les services d'assurance, etc., comprennent plus facilement l'intérêt. Donc, c'est intéressant d'avoir une histoire comme la vôtre, où vous avez su convaincre un ministère directement et développer votre technologie, que vous développez aussi à l'étranger. Oui, tout à fait. Bon. On utilise des données du programme Copernicus, donc même si c'est des données qui sont payées par l'Agence spatiale européenne et donc par les États finalement membres, c'est des données où on a une disponibilité quasi terre entière. Donc aujourd'hui, par exemple, nous on vient de finir un projet au Sénégal qui est sur le monitoring des parcelles agricoles et de la production agricole. Donc là, on a des enjeux forts. On est sur nourrir le pays, on est sur l'import, l'export et des forts enjeux. On est sur garantir un revenu à des agriculteurs. Donc l'enjeu est très 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 fort. Donc ça nous permet aussi d'avoir tout ce qu'on a développé avec le SCO en France aujourd'hui. Ça nous a permis d'avoir une nouvelle offre de service à exporter. Demain, on commence un projet au Mexique, dans le centre de Mexique, pour le suivi des cultures irriguées, parce qu'ils sont fortement impactés par la sécheresse, par le changement climatique, et donc par le besoin d'eau, là où ils cultivent beaucoup de maïs, par exemple, qui est très, très friand d'eau. Vous l'avez dit, c'est des enjeux assez forts. On parle de nourrir une population. Est-ce qu'il y a un ratio d'erreur possible dû à... j'allais dire, la distance de la source de ces données? Oui, tout à fait. Il faut être conscient que le satellite, ce n'est pas la solution à tout. Ne pas oublier qu'on est à 800 km de la Terre, donc on ne sera jamais aussi précis qu'un capteur ou qu'un humain sur Terre. Par contre, donc, c'est très complémentaire. On se nourrit beaucoup de tournées terrain, de capteurs qui existent sur les terrains. Et donc, par contre, le satellite, il faut le voir à sa vraie valeur, c'est-à-dire qu'il est capable de traiter des très grands territoires, souvent, et avec un coût relativement faible au final. Parce que si on parle des satellites Sentinelle, il y a un coût d'accès à la donnée qui est zéro. Donc derrière, ça nous permet d'avoir des modèles économiques qui sont compétitifs. Et c'est quand même la nouveauté depuis qu'il y a Sentinelle. Et vous avez de la concurrence sur ce secteur-là? Oui, bien sûr, on a de la concurrence, et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si on était tout seul, ça serait inquiétant. Mais on voit que l'écosystème est en train un peu de se consolider. Avant, il y avait beaucoup de sociétés comme la mienne que j'ai montée il y a quelques années, et on était, sur tous les fronts. Et maintenant, on commence vraiment à se spécialiser. Il y en a qui se spécialisent dans la qualité des eaux, il y en a qui se spécialisent dans l'agriculture comme nous, il y en a d'autres, ça va être dans l'urbain, dans le feu, etc. Donc finalement, c'est un écosystème qui est en train de se consolider et de faire un petit peu ses champions, je dirais, de manière naturelle. La prochaine étape pour MEOS? Alors, la prochaine étape, c'est de continuer comme on le fait aujourd'hui, toujours avec ces acteurs publics, aussi avec des acteurs privés, en France, mais à l'étranger. On a beaucoup de projets à l'étranger,
il faut savoir qu'à l'étranger, c'est là où on a peut-être le plus de plus-value à amener. Parce qu'en France, vous avez des organismes comme le CNES, comme l'IGN, comme Météo France, le CEREMA, qui produisent beaucoup de données. Quand vous arrivez sur des pays, je prends l'exemple du Sénégal, par exemple, ils n'ont pas tout ça. Donc on leur fait plus vite gagner de la valeur ajoutée. Et donc quand on est sur des sujets, comme je disais, où il faut nourrir la population et assurer un revenu à des agriculteurs, finalement, très vite, on est très pertinent. Donc on a beaucoup aujourd'hui de sujets à l'export. Merci beaucoup Thomas Ferrero d'avoir pris le temps de venir nous présenter ce projet et puis tous les projets que vous avez réussi à mener avec le SCO et votre solution sur le plateau de Smart Space. Je rappelle que vous êtes président de MEOS. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dès le mois prochain sur Bismart. Retrouvez l'émission, elle, en ligne sur le site, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming.